Bon, c'est le 20e épisode de la revue de la semaine. Je vous dis bonjour depuis le train entre Paris et Marseille où je me rends pour participer à la journée de lutte pour les droits des femmes. Je le ferai là-bas. Comme on est dans le train, de temps à autre, vous entendrez des bruits un peu bizarres qui sont liés aux phénomènes magnétiques, électriques et tout le reste. Alors, cette revue de la semaine, je vais essayer de l'utiliser pour attirer l'attention de ceux qui m'écoutent sur un fait de campagne qui est passé à peu près inaperçu, comme d'ailleurs la plupart des moments de cette campagne présidentielle, puisqu'elle est complètement saturée par les aventures de M. Fillon, le feuilleton judiciaire du candidat de la droite traditionnelle. Alors, ce soir-là, c'était M. Macron qui était l'invité de France 2, avec un journaliste d'une complaisance qui a été remarquée par tout le monde sur les réseaux sociaux. M. Pujadas a interrogé M. Macron et au cours de l'entretien, Macron est venu à parler du régime de retraite. Et il a dit, alors il a enfilé les perles, les phrases qui sont sympathiques à entendre. On ne comprend rien au système de retraite. Bah si, on comprend très bien, c'est une retraite par répartition, elle est différente suivant les corps de métier. Donc, comme vous connaissez la vôtre de retraite, bah, vous êtes informé. Ensuite, il dit il faut que pour 1 euro cotisé, il y ait les mêmes droits pour chacun. Et personne ne fait attention, M. Pujadas ne l'arrête pas, ne lui dit pas mais qu'est-ce que vous voulez dire. Donc l'autre, il déroule son truc et il peut comme ça faire passer pour une nouveauté ce qu'il est en train d'annoncer, très juste et très égalitaire. Or, c'est tout le contraire. Il s'agit d'un système qui est bien connu, qui est le système de retraite par points, qui change complètement l'organisation du système de retraite. Alors, en effet, 1 euro cotisé donne le même droit qui que ce soit qui cotise. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la retraite que vous aurez ensuite, elle variera d'une année sur l'autre en fonction de la valeur du point que vous aurez acquis en cotisant. Donc, vous cotisez, vous avez des points, et les points ont une valeur, on va dire n'importe, 1 euro par point par exemple. Mais cette valeur, elle va changer d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Premièrement, on va tenir compte de l'espérance de vie de votre génération, ça c'est sa proposition. Donc comme vous êtes né dans l'année 1900, je sais pas quoi, moi 70, c'est pas la même espérance de vie que 72 ou 73. Bon. Alors comme ça, on se demande ce que l'espérance de vie vient faire là-dedans, c'est-à-dire plus vous êtes dans une génération qui est censée vivre longtemps, et moins vous aurez parce que vous coûtez plus cher. Déjà, première inégalité. Mais deuxième question qui se pose, c'est que c'est pas parce que vous êtes né la même année que vous avez la même vie, notamment pas le même métier. Or, aujourd'hui, il y a déjà un écart terrible dans la durée de vie moyenne des ouvriers par rapport au cadre. Et c'est une différence qui est substantielle, croyez-moi, parce que la durée de vie moyenne d'un ouvrier, c'est 59 ans. C'est beaucoup plus pour un cadre, pour des professions où il n'y a pas un engagement physique de même nature. Donc ça a l'air comme ça égalitaire, mais c'est exactement le contraire. Et puis deuxième élément, la valeur du point donc fluctuera d'une année sur l'autre en fonction du montant des salaires qui auront été versés, puisque c'est eux qui vont déterminer le nombre de cotisations. Puis ça variera aussi en fonction du fait que vous avez la grosse paye ou la petite paye, parce que c'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous cotisez. Puis alors à la sortie, on vous dit, écoutez, c'est bien, vous pourrez choisir votre date de départ entre les 62 ans, que c'est aujourd'hui dans le système qu'a créé Hollande et avant lui Fillon, c'est-à-dire 62 ans, 43 annuités. C'est rude déjà. Donc vous choisirez entre ça et le départ à 67, 68 ans. Et alors ça vous est présenté bien enrobé avec un joli ruban. On dit vous pourrez moduler votre départ à la retraite. Alors bon, tous les nigauds disent « Ah, c'est formidable, c'est moi qui vais décider ». Premièrement, on n'a jamais décidé que personne était obligé de partir à la retraite. Dans toutes les professions, il y a des périodes de rab, en quelque sorte, après l'âge légal de départ à la retraite. Il n'y a que quelques professions où il y a un interdit absolu à partir d'un certain âge, puis entre nous, quand même, vaut mieux ça, non ? Il y a des métiers où c'est pas raisonnable de continuer à exercer ce métier au-delà de 60 ans, ou de 65, ou de 62, comme vous voulez. Donc voilà comment cette histoire de retraite par points a pu passer au journal télévisé de France 2 à 20h sans que personne ne se rende compte de ce qui était en train de se dire. Moi, je voulais vous en parler parce que je crois que vous ne devez pas accepter de faire une élection présidentielle pour rien, c'est-à-dire pour du baratin,
comme ils disent aujourd'hui, la storytelling, pour dire l'histoire qu'on vous raconte, l'embobinage, quoi. Alors l'embobinage du magnifique jeune banquier qui a plein de bonnes idées, qui veut libérer la société, et bon, tout ça c'est que des histoires, ce sont des vieilleries qu'on ramène. La retraite par points, c'est la fin du système actuel de retraite par répartition, qui est un système qui, bien sûr, comporte de nombreux inconvénients que nous proposons, nous, de régler. En tout cas, moi je vous le redis, ma position c'est, je suis pour le retour à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation, pas une de plus, d'accord ? Et je vous dis comment je le finance, je le répète, si vous mettez les salaires des femmes à égalité avec ceux des hommes pour le même métier, eh bien le surplus de cotisation sociale que cela donnera permettra de financer cette retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et je suis content de pouvoir le rappeler justement au moment où je me rends à Marseille pour participer à la journée de lutte pour les droits des femmes. Bon, ça c'est le point numéro 1. Le deuxième point aussi dans la semaine, dont personne n'a entendu parler parce qu'il y a eu le gros couvercle des fillonnades par-dessus, c'est l'événement, bon, un peu incongru, d'une rencontre des 4 premières économies de l'Union européenne, c'est-à-dire l'allemande, la française, l'italienne et l'espagnole. Les 4 chefs d'État de gouvernement se sont retrouvés. Allez savoir pourquoi Hollande n'a rien trouvé de mieux à faire que de les inviter à Versailles, ce que d'un goût plutôt discutable pour un Français. Bon, je passe sur les circonstances historiques. J'ai déjà repéré que Hollande ne connaît rien à l'histoire de France, donc ça ne l'intéresse pas, il ne se rend pas compte de la signification des symboles. Mais ces 4-là se sont réunis juste pour faire semblant qu'on n'était pas deux. Alors chacun a fait une déclaration séparée. Pourquoi vous êtes, peut-être que si vous avez suivi, vous êtes demandé mais pourquoi font une déclaration séparée? Parce que ça fait quand même un peu lourd de se réunir à 4 pour décider de l'avenir de l'Europe en oubliant les 24 autres qui restent à la porte et qui n'ont qu'à attendre les décisions des plus importants. C'est pas très égalitaire comme méthode européenne, c'est pas tellement l'esprit européen. Mais enfin, voilà comment ça s'est passé. Et ceux-là se sont réunis pour dire bon, on va faire une Europe à plusieurs vitesses. Ça va être ça leur grande idée. Alors, pendant qu'ils faisaient ça, eh bien, ils ont l'impression d'inventer l'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'Europe à plusieurs vitesses, ça existe déjà. C'est le cas de l'Europe de Schengen, c'est le cas de l'Europe de l'euro. Tout le monde n'est pas dans l'euro, il y a que 19 pays qui sont dans l'euro. Et ainsi de suite. Ou par exemple, une autre Europe à plusieurs vitesses, c'est celle qui est en train de discuter de la mise en place de la taxe sur les transactions financières, qu'on appelait avant la taxe Tobin. Ça fait 5 ans que ça dure, il y a 10 pays, on est toujours arrivé à rien. Alors leur recette miracle, ça serait ça pour sortir de l'impasse dans laquelle est l'actuelle Europe. Évidemment, ça sortira personne de rien de l'impasse, parce que le fond de l'affaire n'est pas là où il le situe. En particulier, le président de la République française, lui est partisan de créer un parlement de la zone euro et un gouvernement de la zone euro. Il a proposé ça au 14 juillet de l'année 2016, en tenant compte du poids de chaque nation. Mais pourquoi faire, je vous prie, un parlement de la zone euro, un gouvernement économique de la zone euro, pourquoi faire? Alors voilà le grand projet européen, c'est l'Europe du fric. Bon, voilà à quoi ça se résume. Et quand ce n'est pas l'Europe du fric, c'est l'Europe de la guerre. Et ça, je vais vous en parler. Parce que le même jour où on parlait de M. Fillon, où toutes les caméras de télévision étaient à la porte de la permanence des Républicains, pendant ce temps-là, il y avait un événement qui intervenait, pas vu, pas pris, création d'un état-major militaire pour l'Union européenne, dont le siège serait à Bruxelles. Alors il commence doucement, mais pourquoi faire, s'il vous plaît? Alors on nous dit c'est l'Europe de la défense. Alors tous les candidats sont partisans de l'Europe de la défense, et quand vous regardez, alors ça sonne Europe de la défense, bien sûr, à première vue, vous dites quelle bonne idée, mais c'est pas ça la bonne réaction. La bonne réaction, c'est de vous dire l'Europe de la défense contre qui? Contre qui voulez-vous vous défendre? Et à quoi vous obligez-vous les uns avec les autres? Si vous faites une Europe de la défense, ça veut dire que vous prenez en charge la défense de tous les pays qui participent à l'Union européenne, si vous voulez. Mais c'est une situation particulière pour un Français, parce que notre dispositif de défense, il ne prévoit pas de prendre en charge toute l'Europe. Il prévoit de prendre en charge la protection des frontières françaises, et le premier qui nous touche, nous le frappons dur, fort et de manière définitive. Bon. Alors c'est terrible, ça s'appelle la stratégie de la dissuasion, on peut la discuter, mais ça c'est le système sur lequel nous vivons et que personne n'a changé depuis le général de Gaulle. On peut le changer, mais on en parle. On n'apprend pas ça en ouvrant le journal. Quand vous dites que vous faites une Europe de la défense, vous apprenez à tout le monde qu'on pourrait peut-être se battre sur le sol européen. Ça va complètement dans le sens contraire de ce qu'est notre définition de la défense des Français. Et puis ça commence bizarrement.
On nous dit oui, c'est l'Europe de la défense. Alors vous dites, ah ben c'est une Europe indépendante. Ah non, vous n'avez pas compris, là, vous n'avez pas suivi. L'Europe de la défense, c'est une Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN. Et c'est, Hollande le dit dans l'interview qu'il donne au journal Le Monde, il dit l'Europe peut se relancer par la défense commune. Vous voyez l'histoire? Donc ils veulent relancer l'Europe par le fric et par l'armée. Magnifique, le contraire de ce qu'on voulait. On avait fait l'Europe pour faire la paix, notamment entre Français et Allemands, et vérifier que cette affaire-là ne bouge pas, mais l'Europe pour la paix autour d'elle. Hein. D'accord? Là, on va faire l'Europe de la défense pour se relancer. Deuxièmement, on voulait faire l'Europe pour faire l'Europe sociale, et on se retrouve avec l'Europe de l'euro, d'une banque centrale européenne dont les statuts ne changeraient pas, qui serait toujours chargée uniquement de la stabilité de la monnaie, sans s'occuper de l'emploi et sans s'occuper d'harmonisation sociale ou d'harmonisation fiscale, puisque ça resterait interdit. Donc voilà le point où on en est. Et pendant que tout ça se décide, eh ben, de quoi on parle? De savoir si M. Fillon, Mme Fillon, les enfants Fillon, et je ne sais pas quoi, et les histoires des Républicains, et de leurs disputes entre eux pour savoir si Fillon doit rester ou pas. Alors, franchement, c'est la trappe-nigo absolue et l'enfumage généralisé. J'ai une chose à dire, je l'ai déjà dit dans ma conférence de presse, je le répète. Tout ce qu'ils viennent de décider ne nous engage pas. En tout cas, si c'est moi qui suis élu, autant que les autres sachent que ce qu'ils auraient éventuellement décidé là ne me concernera pas. Et je ne trouve pas normal que 50 jours avant de quitter son mandat de président de la République, François Hollande, qui a déjà menti à tout le monde en disant qu'il renégocierait le traité budgétaire européen et qu'il n'y a rien à renégocier, vienne prendre des décisions en notre nom à tous. Parce que ça, c'est pas acceptable. Hein. Ne serait-ce que par correction pour, je dirais, simplement la vie démocratique du pays. Mais les autres ne valent pas plus cher. Le président du Conseil italien, il est en passe d'être soumis à élection générale de nouveau en Italie, pour la raison qu'il a pris la suite un peu comme ça, là-bas, comme je te pousse, de M. Matteo Renzi, qui a été battu dans un référendum récemment en Italie. D'accord? Bon, M. Rajoy, le Premier ministre espagnol, président du Conseil du gouvernement espagnol, il n'a pas de majorité dans son Parlement, et tout le monde dit que, on ne sait pas combien de temps va durer son affaire. Voilà. Et puis, Mme Merkel, elle repasse aux élections générales en septembre. Donc vous avez 4 personnes qui sont en situation démocratique extrêmement instable, qui prennent des décisions, je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit d'en prendre, mais elles prennent des décisions d'une ampleur qui va porter sur plusieurs années, dans les derniers mois de leur mandat, c'est-à-dire je décide et puis débrouillez-vous avec ce que j'ai décidé. C'est un peu comme ça qu'avait fait Sarkozy en signant le traité budgétaire avec Mme Merkel, et quand Hollande est arrivé, il a dit bon, je vais le renégocier, il avait dit avant, et puis après il a dit la signature de la France engage la France. Et bien pas dans ce cas-là, et mieux vaut prévenir tout de suite. Je vous parle de cette histoire de réunion à Versailles et de formation d'un quartier général européen, parce que je veux répéter ici, je m'alarme de la montée des tensions et d'une situation dans le monde entier que je trouve se diriger de plus en plus ouvertement vers pour faire court, des situations très frontales. Par exemple, une nouvelle fois, les États-Unis d'Amérique ont installé une batterie de missiles antimissiles pour protéger la Corée du Sud des éventuels tirs de la Corée du Nord. Bon, alors à première vue, comme ça, quelle bonne idée, comme ça, la Corée du Nord ne va pas tirer sur la Corée du Sud. Enfin, le résultat réel, c'est que la batterie de missiles, c'est exactement comme celle qu'on a installée, nous, sur le territoire européen. Les Américains ont installé ça en Pologne en nous disant que c'était pour nous protéger des missiles qui arrivaient de l'Iran. D'accord ? 3 ans après, on signe un accord avec l'Iran, mais les missiles sont toujours là. Et même en plus, les Nord-Américains ont déployé des troupes à terre. Hein. Donc c'est pas rien d'avoir fait ça pour menacer la Russie. Là, c'est pareil. Ce qu'ils ont installé en Corée, figurez-vous que ça menace le système de défense chinois. Donc ça crée une tension terrible dans cette zone-là. Et il faut comprendre que, parfois, tout le monde s'inquiète beaucoup. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Je trouve que c'est une situation, en plus avec un personnage comme M. Trump, qui peut-être, on peut dire, il joue la comédie, il roule les épaules, mais dans ce genre de situation, on ne roule pas les épaules. Il faut avoir une attitude extrêmement claire, nette, comprise par tout le monde, de manière à ce que personne ne fasse un geste brusque ou quelque chose qui déséquilibre complètement le système de la paix. Bon, voilà. Je termine sur la préparation du 18 mars. Vous savez qu'on appelle à une marche de la Bastille à la République à Paris sur le thème de la 6e République. Alors c'est une date qui est très importante pour ce type de campagne que nous menons, parce que ce n'est pas qu'une campagne électorale, c'est un processus de mobilisation populaire politique
en vue d'un projet. Hein. Et donc il faut que la campagne elle-même, elle participe au projet. Cette marche, c'est notre façon à nous de montrer la sortie par le haut de la crise de décomposition politique que nous avons sous les yeux. La sortie par le haut, c'est le peuple tout entier va désigner une assemblée constituante qui va redéfinir la règle du jeu politique, hein, entre guillemets, dans notre pays, les principes, les droits que nous nous reconnaissons les uns aux autres, et de cette manière fixer aussi des règles qui sont indispensables, telles que le droit de révocation des élus, et de prendre des décisions aussi importantes que par exemple décider l'inéligibilité à vie d'un élu lorsqu'il est condamné, quelle que soit la nature de la condamnation, du moment que ça a à voir avec la vertu républicaine. Bon, donc cette marche pour nous c'est un événement qui est un événement bien sûr de la campagne des élections présidentielles, mais c'est un événement politique, d'expression politique du peuple français à l'égard de son futur. Hein. Donc il faut bien voir ces deux aspects de la marche du 18 mars. Alors, pour y accéder, on vient par tous les moyens possibles, on vous recommande le covoiturage, la marche à pied pour ceux qui le peuvent, le covoiturage, et puis sinon, nous on a mis en place un système de bus. Bien sûr vous pouvez venir en train, ça va de soi, mais comme la gare de Lyon est fermée, je préfère mettre tout le monde en garde parce que les trains qui viennent à la gare de Lyon, ils vont un petit peu, ils vont vers Tremblay je crois, et on revient ensuite sur Paris, donc faut un peu, enfin c'est un peu compliqué, pas si compliqué que ça, mais quand même. Alors sinon vous pouvez prendre les bus, et vous allez sur la plateforme JLM 2017, et là vous allez trouver les points de départ des bus, parce qu'on a organisé centralement le départ de quelque chose comme 260 bus dans le pays, ou 300, enfin ça va être à peu près dans ces eaux-là, entre 260 et 300, pour que tout le monde puisse monter. Alors évidemment, il faut faire très attention. Bon, il y a une cotisation pour monter dans le bus, ça va de soi, hein, aller-retour, hein, on vous ramène, hein, ne vous inquiétez pas. Mais faites bien attention à tous ceux qui peuvent avoir une difficulté, pour qui c'est quand même des sous hein, à donner, et qui ne les ont pas. Donc il faut vous occuper de faire en sorte, là où vous le pouvez, si vous avez déjà formé un groupe d'appui, ou si vous voulez verser des sous, arrangez-vous pour que tout le monde puisse monter dans le bus et que personne ne soit éliminé juste parce que c'est une somme qui est trop importante pour lui. Hein. Il faut vraiment prendre soin des amis pour qu'on puisse monter le plus possible. J'ai besoin que vous soyez un nombre considérable, parce que un thème comme la 6ème République, ça ne se règle pas avec une mini-manif. Hein. C'est quelque chose qui doit être puissant, fort, pour qu'on voit la démonstration de force, et surtout le fait qu'il y a une majorité, à mon avis, il y aurait une majorité en France pour passer à cette assemblée constituante et changer la République. J'en profite pour vous dire, j'y insiste, on ne changera pas de République sur la base d'une proposition rédigée par un groupe d'experts, de quelques bons camarades, un peu comme ça s'est fait en 1958, où le général de Gaulle avait chargé Michel Debré et quelques autres de rédiger un projet de constitution, et après c'était oui ou non. En fait, la discussion a vite tourné court parce que ça devenait oui ou non au général de Gaulle, et personne ne s'est occupé de savoir au juste ce qu'il y avait dans le texte, sinon ceux qui ont protesté, ils n'ont pas été si nombreux, puisqu'il y avait François Mitterrand, il y avait d'autres comme Mendès France, les communistes aussi, je crois, ont été contre la 5ème République, et puis qui est-ce qui était pour? Toute la droite et le Parti Socialiste de l'époque, évidemment, qui ratait jamais une bonne occasion de se faire remarquer, et qui était pour cette 5ème République. Il est donc normal que ce soit nous qui portions sur la revendication de la 6ème République, mais pas comme la lubie d'un groupe de gens, une idée qui serait purement idéologique. Hein. La 6ème République, c'est le cœur de notre stratégie de la révolution citoyenne. Hein. On s'implique, on se mêle de nos affaires, on définit la règle du jeu. Voilà pourquoi ce 18 mars sera une belle occasion. Alors pour les amoureux d'histoire, le 18 mars aussi, c'est l'anniversaire du commencement de la Commune de Paris, qui est un magnifique mouvement de résistance à l'invasion prussienne. D'une part, ça a commencé comme ça, et ensuite ça s'est transformé en révolution sociale, pas seulement à Paris, parce que les gens croient que la commune c'était qu'à Paris. Dans tout le pays, il y a eu des communes qui se sont constituées et qui ont pris aussitôt toutes sortes de décisions libératrices, comme la laïcité, comme l'école publique obligatoire, etc. etc. Les choses qui ensuite sont devenues des revendications communes de tous les républicains. Enfin, au point de départ, ça n'a pas été simple, parce que, comme vous le savez, la répression a été terrible, hein, on n'en parle jamais de cette répression-là, mais ils ont fusillé quelque chose comme 20 à 30 000 personnes en même pas une semaine. Hein.
à la fin de la Commune, les communards ont été fusillés massivement et c'était un régime de terreur absolue parce qu'il n'y avait même pas de jugement ni quoi que ce soit qui ressemblait. C'était toi, le long du mur, plaf, et on fusillait. Donc, bon, pour nous les Français, la Commune de Paris, ça appartient à tous les Français, pas seulement à ceux qui sont d'opinion de gauche, même si la Commune a été faite beaucoup par les gens de gauche et quasi exclusivement pour eux, ce qui donnait ensuite la gauche. Mais c'est un moment de l'histoire de tout le pays. Hein. Et c'est pas une émeute aveuglée, c'est d'abord une résistance à l'invasion et ensuite c'est une volonté populaire d'égalité sociale et de libération de la société. Donc c'est un beau jour pour tout le monde normalement. Bon, là-dessus, au revoir. Des pouces bleus pour faire monter la vidéo si elle vous a plu.